C'est parti mon ami, comment vous allez? On est donc le 12 mai, donc voilà, j'ai pas fini le montage du dernier épisode, mais j'avais envie un peu de parler. Et on va commencer par le thème, oui, parce que je ferai un thème, parce que je m'aperçois que souvent, je pars un petit peu en vrille et du coup je mets tout et n'importe quoi. Le thème, ça sera la guerre des riches contre les pauvres. Et je ne plaisante pas, le thème est réel. Parce qu'au début, j'y croyais pas. Mais bon, déjà à 36-15 ma vie, comment ça se passe? Ben écoutez, apparemment, mon Iris, qui est parti du collège à cause d'un harcèlement professionnel, qui a changé de collège, a commencé donc à remonter sa moyenne. Donc après, on verra. Hein. Moi, je ne me mêle plus de ça suite à l'accident. Parce que je m'inquiète et ça me rend dingue. Ma femme est toujours emmerdée avec son diabète. Elle a toujours sa machine. Donc c'est une machine, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est une petite aiguille qui rentre directement dans la peau et qui est tout le temps en contact avec le sang. Je déteste ces saloperies. Ma petite Florence qui est dysphasique s'est mise aux échecs. Alors dès que je peux, je joue aux échecs avec elle. Et en ce moment, elle a décidé de se faire la saga de Lilo et Stitch. Mais on est toujours dans un Skylander. Alors c'est génial, hein, je saute de Skylander, tout ça. Chanson pour vous. Elle parle d'un Excusez-moi, on homme va assez couper la fort, radio mais parce que qui là, a beaucoup de cœur. Il s'appelle Johnny Guitar. la radio de New Vegas est intéressante, mais ça ne m'intéresse pas. Donc franchement, vous me direz, mais où sont tes enfants? Où est ta famille? Ben là, je les ai emmenés au lac. On a fait du coup un pique-nique, ce qui me convient largement. Voilà, donc camp d'Ulysse, camp de Searchlight, ça c'est pas ça que je veux. Novak, j'étais pas allé à Novak, bah j'aurais juré être allé jusqu'à Novak, parce que là j'avais quelque chose. Prison de la RNC, Sloan, bah on va essayer un truc, vous permettez? Chargé, 4,45, 4,44, non c'est ça. Ah, niveau 6 pacificateur, bon bah apparemment je suis bien. Ouais, apparemment j'y suis quoi, donc je comprends pas. Ah non, je suis Putain bien là. horaire. J'aurais Voilà une juré être chanson déjà pour passé à vous. Elle Novak. parle d'un Non, homme ça fait assez rien. froid, mais Après, comme j'ai dit, j'ai intention d'arrêter de me calmer dans les jeux vidéo. Parce que bon, je m'aperçois que. Allez, je suis à fond. Je fais beaucoup de choses. Mais bon, j'ai pas beaucoup le temps de faire beaucoup de choses. C'est ça qui m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va pas chercher à savoir. Direction Novak. Quête. Et je m'aperçois qu'au final, bon, ben voilà, je fais pas assez de choses. J'ai beaucoup de talent, mais j'ai du mal à bricoler, j'ai du mal à tout faire. Là, je profite que ma famille sont là, que j'ai déjeuné avec eux, que j'ai jeté les poubelles, pour ensuite justement aller couper le bois. Par contre, les poubelles, vous voyez, j'habite les Mets, les poubelles ont quasiment disparu des Mets. Non, non, je plaisante pas, les containers ont nourriture, j'ai faim. Putain, famine. Ah, bah, putain. Ah, c'est fait. Et grosso modo, vu que j'ai eu aussi pas mal de peine à. Tiens, là-bas, il y a un truc. Bon, c'est sur la direction de Noël. Que j'ai pas mal de peine à avoir du temps libre, du coup, je me suis arrêté à tous les containers que j'ai croisés. J'ai jeté toutes nos merdes. Légionnaire d'Icanus. Franchement, même pas en rêve. J'ai pas envie de me battre contre eux. Là-bas, c'est qui? Là-bas, il y a une ville, je sais pas qui c'est.
Donc voilà, là je fais ma petite partie, après j'ai coupé le bois. Après, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ah non, celle-là elle est pas du tout en... Bah je vais aller voir ce que c'est là-bas. Bah, ce qui se passe dans le monde, bah, c'est assez simple, c'est qu'en fait on a eu le coureur olympique qui est passé dernièrement à Manosque. Donc en plus le fils du voisin a voulu y aller. Il y a quelqu'un? La porte qui s'ouvre. C'est qui? Bonjour Florence, ma famille est de retour. Donc l'affaire est classée. Oui, je fais... Non, Florence, je fais ma partie. Tu t'appelles qui? Mais non, d'abord tu vas te sécher avant d'appeler Pépé. La tranquillité est finie. Silenzio! N'ayez pas mon peuple! N'ayez pas honte d'être les pauvres Vous et êtes déjà de miséreux! retour? Faites confiance à Benny! Ouais. Non, pas possible, il y a de la chaleur. Est-ce que tu crois que moi j'aime la chaleur? Pourquoi je vous dis de sortir le matin et pas le soir? Bon, donc voilà, je m'enregistre mon cœur, je me fais ma petite... Je peux? Après je vais aller te couper le bois, c'est promis. Je te fais ta vaisselle, je coupe le bois. Et comme j'ai dit, c'est le temps qui me manque. Beaucoup le temps. Donc la flamme olympique est passée justement donc à Manosque. Donc voilà. Il y a eu un scandale parce qu'il y a eu un transsexuel qui a porté la flamme olympique. Donc en résumé actu. Et là j'ai un méchant. Et pour faire court... Non, c'est pas toi qui fais. Macron veut revoir, donc les membres de la Macronie désirent revoir justement... Ouais, écoutez, ça doit. Désire justement revoir un petit peu tout ça. Désire revoir en fait que Macron se repasse et que le mandat passe à 7 ans. Et voir que ce n'est plus le peuple justement qui vote pour savoir, pour élire son président. Alors, c'est ça qui est un petit peu vicieux, c'est que c'est là que je rentre un petit peu dans le truc, que je me pose des questions. Alors, j'ai toujours entendu dire que les riches faisaient la guerre aux pauvres. Et c'est vrai qu'au final, tu t'aperçois que soi-disant tu es dans un peuple d'égalité, mais quand tu regardes bien, tu as toujours bien... En fait, le peuple a bien vécu que de 65 à 75. Et après, ils ont commencé à refaire passer des lois pour justement... Oh putain, excusez-moi, mais... Grandes cornes. Pourquoi c'est quand même pas mes ennemis, les grandes cornes? Ils ont refait passer des lois pour justement, on va dire, enfler le peuple. Donc ça a commencé sous Pompidou, Mitterrand il a continué, et même leur truc de personnes qui rentrent en France, les immigrés, c'était vraiment pas fait pour aider les immigrés, c'était vraiment fait pour baiser le peuple. Il y a même un riche qui a avoué que dans une conversation, ils se sont dit que la meilleure façon de se débarrasser des pauvres, c'était de commencer à leur limiter le travail pour que les pauvres se battent entre eux pour justement avoir accès au travail. Ah non, mais ça devient assez vicieux. Hein. Donc là, je suis où? Là, je suis quelque part, je sais même pas où. Oula. Les amis, nous nous dirigeons vers un troisième mandat pour Emmanuel Macron en 2027. Alors beaucoup vont me dire non mais Dylan c'est pas possible, il peut faire que 2 mandats consécutifs, sauf que Yael Braun-Pivet, qui est donc la présidente de l'Assemblée nationale et donc membre du parti d'Emmanuel Macron, a donc dit dans une interview aujourd'hui qu'elle était pour un troisième mandat, multiple, hein, c'est-à-dire pas que du côté présidentiel mais du côté de tout le monde, qu'elle était également pour le retour d'un mandat de 7 ans et non de 5 ans, et qu'il faut réformer l'intégralité de la politique en France.
Alors, nous Donc là, l'avions c'est dans un vu venir, camp, nous ne c'est sommes pas pas ce que c'est. stupides, nous Tu savons vois un qu'Emmanuel petit peu Macron des va vidéos, tout par faire exemple, il y a d'ici un 2027 journaliste pour qui a dit pouvoir qu'il participer était aux en train élections de et gagner pourquoi la pas guerre briguer contre- un troisième contre le mandat. La façon dont ils vont s'y prendre, j'ai hâte de voir ça, mais en tout cas, le fait que Yael Braun-Pivet vienne expliquer ça aujourd'hui, c'est quand même hyper inquiétant parce qu'il reste 4 ans à Emmanuel Macron. 4 ans, c'est très long. Je vous rappelle qu'en une année, il a réussi à faire encore n'importe quoi avec l'éducation nationale et il a réussi à faire passer une réforme des retraites que personne ne voulait. Et il va trouver le stratagème pour se représenter aux élections en 2027. Qui vivra verra. Là, ils sont en train de me buter, ces connards. Donc, il me faut un Steam Pack. J'aime pas les drogues. Toi, t'es mal barré. Putain. Il est où? Ouais, c'est plutôt moi qui suis mal barré. Putain. Super. Bon, réparation. Il me faut vraiment un allié. Ah, il est mort. Tu sais que Le 25 mai 2005, sur CNN, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, déclarait « Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Cette déclaration date de 12 ans. Depuis 12 ans, la guerre menée par les riches contre l'humanité ne cesse de s'étendre à tous les continents et à tous les pays, ce que pudiquement on appelle mondialisation, et qu'il faudrait appeler en réalité guerre mondiale. Cette guerre bat son plein en Europe, et son issue semble donner raison à Warren Buffett. Le peuple grec est à genoux, les ressources des retraités ont été divisées par 2 et par 3 pour certains, le taux de chômage dépasse 23%, 30% de la population n'a pas de couverture sociale, des diabétiques meurent faute de médicaments, le taux de mortalité infantile a doublé. En Allemagne, près de 13 millions de personnes sont pauvres. Entre 1995 et 2015, les plus bas salaires ont diminué de 4 à 7%, alors que les revenus des plus riches ont augmenté de 1 à 10% pour la même période. 1 million de salariés gagnent moins que le salaire minimum légal de 8,50 € l'heure. En Espagne, 40% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Selon l'Institut des statistiques espagnoles, la protection sociale des familles et des enfants a baissé de 11,5 milliards d'euros entre 2009 et 2015. Aujourd'hui, dans ce pays, on dénombre 360 000 millionnaires. En France, selon l'Observatoire des inégalités, entre 2004 et 2014, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 1 million. 501 personnes sans abri sont mortes en 2016. Elles avaient 49 ans en moyenne, 46 étaient des femmes et 11 des enfants. Pendant ce temps, selon le Figaro, la France compte 39 milliardaires dont la fortune s'élevait à 245 milliards de dollars, en augmentation de 21% par rapport à 2016, et 2017 n'est pas fini. Le président Macron tente de donner le coup de grâce. En bon caporal, il mène la guerre contre ses concitoyens et il semble vouloir être impitoyable. Diminution des APL de 5 €, baisse de 200 millions d'euros par an pour les maisons de retraite publiques, exemption des patrimoines financiers de l'ISF. Monsieur Macron ne se cache pas et montre ostensiblement son amour pour le riche et pour le clinquant. Réception de toute urgence de Bono, leader du groupe U2, et de Rihanna. Affectation d'un budget pour sa méritante épouse estimée par RTL entre 5 et 7 millions d'euros par an. L'urgence de monsieur Macron et de son monde est de vaincre le pauvre pour qu'on sans silence soit sa reddition, face au nouveau seigneur d'une féodalité revancharde et sans pitié.
The extreme rich are clearly winning. If you look at the Forbes 400, they had an aggregate net worth of $92 billion in 1982. It's $2.3 trillion today, 25 times as much. So the very rich have done exceptionally well in this economy. Les très pauvres n'ont pas conscience de la richesse des autres à des niveaux que j'aurais même pas imaginé. C'est-à-dire quand je vois les gilets jaunes en France qui vont 6 mois dans la rue parce qu'il y a des taxes qui sont montées, s'ils voyaient ce que moi je vois aujourd'hui, s'ils étaient dans les dîners que moi je fais, je pense qu'il y aurait une guerre civile. Parce que quand on comprend l'élitisme, la reproduction sociale de l'intérieur, quand on parle avec des politiciens, quand on parle avec des milliardaires, ils ont grandi dans ces milieux-là, donc ils connaissent pas le vrai monde. Ce qui est fou, c'est que les deux extrémités ne se comprennent pas, ils ne savent même pas qu'elles existent. C'est-à-dire que moi j'ai des gens autour de moi qui prennent des jets privés à 200 000 € pour aller voir leur copine un week-end et faire un aller-retour. Tu dis ça à un pauvre, il dit non, 200 000 €, t'exagères. Juste le prix de l'avion. Non, c'est vrai? Ouais, bien sûr. Un jet privé Paris-New York, 100 000 allées, 100 000 retours, c'est assez classique. Même tu vas à Ibiza en jet, ça te coûte 15 000 allées, 15 000 retours. C'est quelque chose de très commun pour ceux qui ont de l'argent. Donc évidemment, on parle des ultra riches, mais il y en a quand même beaucoup. Et quand tu expliques à quelqu'un qui n'aura peut-être jamais 100 000 €, même d'ailleurs il y en a beaucoup en France qui n'auront jamais 100 000 € sur leur compte, quand ils disent ils vont cramer ça en un week-end, je pense que de notre vivant, on verra une révolution sociale, quasiment une guerre civile qui sera très forte. Je la sens depuis que je suis né, parce que moi j'ai grandi dans les banlieues quand j'étais à la rue, d'avoir vécu dans cette pauvreté extrême et aujourd'hui de vivre avec vraiment l'élite mondiale et des milliardaires. Et ça c'est des exemples basiques. Il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus violents. Je vois deux mondes qui ont intérêt à très vite se comprendre, sinon ils vont rentrer en guerre. C'est obligatoire. Les écologistes ne nous disent pas clairement que l'économie circulaire, c'est en réalité une économie de l'expropriation et une économie de la confiscation des biens individuels par quelques grandes multinationales qui diront vous avez votre machine à laver, elle vous appartient plus, vous la louez. Et votre télévision aussi. Et ça, je suis pas sûr que ce soit bien clair dans l'esprit des gens, qu'ils n'auront plus rien. On ne doit plus être propriétaire de rien, on doit juste être locataire ou utilitaire à titre temporaire. C'est un outil de préparation de la mort sociale, en tout cas d'un extrême asservissement des individus. Prima à nouveau, shérif. Un film de Steven Spielberg de 2018, Ready Player One, l'humanité cherche à échapper aux dommages environnementaux dévastateurs que les méchants êtres humains ont causés à notre planète en se réfugiant dans un monde virtuel appelé Oasis. C'est là que les gens passent la majeure partie de leur vie. Le protagoniste du film vit dans un bidonville et passe ses journées avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, faisant l'expérience d'un monde simulé, puisque le monde extérieur est tout simplement trop horrible pour y vivre. La quantité de programmation prédictive à laquelle nous avons été soumis au cours des dernières années pourrait très bien nous conduire à un tel destin. Selon la défunte Rosa Koire, le plan serait de piéger l'humanité dans un monde virtuel. Et si vous acceptez cet avenir, votre vie est pratiquement terminée. Fin de la citation, répétez la phrase. Bien sûr, le petit peuple est en train de détruire la planète et il devra en payer le prix un jour ou l'autre. Vous devriez avoir honte de même exister. Vous êtes plein de virus et de maladies et vous ne devriez plus avoir le droit d'aller à l'extérieur sans restriction, sans masque et sans passeport carbone et vaccinal. Dis-moi, Justin Trudeau est de cet avis. Lui qui a fait 3 voyages autour du monde en jet privé en moins de 10 mois. Toujours selon la dangereuse complotiste Rosa Koire, dont la mort causée par un cancer du poumon n'a absolument rien à voir avec le fait qu'elle dénonçait férocement l'agenda 21, le but serait l'exode rural des gens vers les villes, l'appropriation de toutes les zones vertes par l'élite et la concentration de la population mondiale dans les smart cities. Bonjour, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je m'appelle Dusty. Oh, je m'occupe de mon ranch, voilà tout. Alice vous expliquera, je ne sors pas beaucoup. De moins en moins bien.
Quelqu'un attaque nos animaux chaque nuit. Notre cheptel a diminué de moitié par rapport au mois dernier. Chaque soir à minuit, Alice et moi, on est réveillés par des hurlements et des coups de feu. On croirait que c'est de nouveau la fin du monde. Chaque nuit, c'est la fin d'un animal. Personne ne le prend, personne ne le dépaisse. Rien de tout ça. On le retrouve simplement sur place, tout troué. Ce serait formidable. Surtout si vous trouvez le coupable avant qu'il extermine tout le cheptel. Mais n'allez pas vous faire tuer, hein. Alice et moi, on trouvera un moyen de s'en sortir, comme d'habitude. Non, mais on s'occupe pas beaucoup des affaires des autres par ici. Demandez peut-être... Adieu. Là où elle sera entassée et surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est un avenir à mon goût. Vous serez consentant, puisqu'on vous fera croire que les campagnes doivent être des zones sauvages protégées où les humains sont interdits. Et vous adhérerez, comme pour tout le reste. Vous perdrez votre droit à la propriété, dont la propriété privée de votre propre corps. Vous perdrez votre souveraineté et, bien sûr, ultimement, toute liberté. Les esclaves de demain seront tellement endoctrinés que non seulement ils collaboreront avec enthousiasme à leur asservissement total, mais ils en feront la promotion. Les gens se dénonceront entre voisins, pas un seul geste, même le plus anodin, n'échappera à Big Brother. Je m'en fous, j'ai rien à cacher, moi. Au menu, l'effondrement de l'économie, l'urgence climatique imaginaire, les pénuries alimentaires, la destruction de la cellule familiale et l'épuisement de nos militaires avec des guerres interminables et inutiles. En plus de diagnostiquer une grande partie de la population avec des maladies mentales pour les droguer ou les enfermer, notamment les complotistes qui sont des radicaux extrémistes violents enclins aux dérives sectaires. Éventuellement, les moutons seront convaincus que le monde extérieur devenu hostile est quelque chose que nous devons éviter le plus possible à cause des dangereux virus et maladies qui nous menacent. Et que nous-mêmes sommes dangereux pour l'environnement puisque les humains produisent une empreinte carbone trop importante. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des complots des riches contre les pauvres. Et les journalistes sont ceux à qui on devrait donner l'indépendance, la protection contre les pressions et les contrôles nécessaires pour exercer leur mission de contrôle des pouvoirs. Au lieu de ça, on laisse les riches acheter les médias. Donc les médias deviennent des pourchasseurs de complotistes, des pourchasseurs de ceux qui font leur métier. C'est dingue, c'est dingue, c'est complètement mis à l'envers. Mais il faut se rendre compte que c'est parce qu'on n'a pas de constitution. Dans une vraie constitution, on définirait le rôle des journalistes, on dit ça, c'est nos yeux, c'est eux qui vont, leur boulot, ça va être chercher les complots. Et ben, s'ils en trouvent trop, s'ils dénoncent un complot là où il n'y en a pas, et voilà, ils se sont trompés. Il y en a qui sont paranoïaques, ils sont paranoïaques, ils seront vite repérés comme paranoïaques. De toute façon, c'est pas eux qui sont dangereux. Ils sont pas dangereux en dénonçant à tort des complots, en étant trop méfiants. C'est pas eux qui sont dangereux, ce qui sont dangereux, c'est les comploteurs. Mais on a besoin de complotistes, on a besoin de gens qui cherchent les complots. Hello. Une petite soif? Je peux arranger ça. Prudence dehors. Donc on lui fait remplir 25 papiers formulaires. Et elle a dit mais c'est pourquoi faire? Mais le banquier n'a pas à savoir ce qu'on fait de notre argent. Les banques françaises aujourd'hui vous empêchent de retirer votre argent. C'est-à-dire c'est plus votre argent. Je le dis à tous les spectateurs, allez voir votre banquier entre guillemets, votre plouc plutôt, on va l'appeler comme ça, hein, et dites-lui je veux 3 000 euros. Hein, je veux 3 000 euros, donnez-moi 3 000 euros en liquide, en cash, voilà. Alors ils vont vous dire oui c'est pourquoi, machin, etc. Alors là on a le cas, elle a voulu retirer 5 000 euros à la banque postale. Donc on lui fait remplir 25 papiers formulaires et elle a dit mais c'est pourquoi faire? Mais le banquier n'a pas à savoir ce qu'on fait de notre argent. Les banques françaises aujourd'hui vous
après 2022, après le mois de mai 2022, il y aura une politique d'austérité qui va s'abattre sur la France, qui va être terrifiante, mais littéralement terrifiante. On rentre, si vous voulez, dans une nouvelle ère qui, sans doute, va être effectivement, en tout cas celle où tout le monde va être mis en esclavage. Attendez, je vois des gens qui ont 200 000, 200 000 sur différentes banques, etc. en assurance vie. Ils s'imaginent être à l'abri. Mais c'est aberrant. Mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Alors, ils vont se faire nettoyer. Ok. Ne bougez pas. kon daal Diomaye Faye moom si on comprend bien ci gouvernement vengeance la ñu bëgg dugal quoi moom fu mu nekk nii si ay vengeance la nekk jël pauvre xaraam yi nga xam ne ils font plus de 70% de la population di leen ëttal ci kaw tuuti riche yi 30% yi nekk ci réew mi nomination boo gis vengeance la nomination Diomaye Faye boo gis vengeance la il se venge boo gilee doomeraamu Pastef yëpp boo xoolee seen discours boo xoolee seen comportement ils appellent à la vengeance boobu réew ban borom teraanga moo fay nekk sa xel di dal ba nga fay bëgg toog di investir ba ku nekk ci réew boo amee sa alal sax ñu lay ërtal naa da koo sàcc réew mu bëgg dem di nga jël baadoola xalaat nga xam doomu tegal ndam ngi baadoola gi si seen bopp la si seen comportement di leen ëttal ci kaw riche yi nga xam ne ils ont besoin de stabilité pour mën a développer seen ay entreprise ak seen teranga ba mën a jël pauvre xaraam ngoogu jeunesse bu tegal ndayam gi jeunesse bu Pastef bu tegal ndayam nga xam ne fecc way golo nekk ci réew mi doxante yi tëboonte rek mooy seen métier yéen ngeen yaakaar ñii war na tax ngeen a ëttal borom teranga yi nekk ci réew mi lii mooy gouvernement Diomaye Faye. Milliardaires pensent que l'économie va s'effondrer d'ici 2024 et ils parient des milliards de dollars sur cette hypothèse. Le premier est Michael Burry, le célèbre investisseur du film The Big Short, qui avait prédit la crise immobilière de 2008. Son pari de l'époque l'a rendu extrêmement riche. Il a donc pris récemment une position à découvert, ce qui signifie qu'il parie contre le marché pour un total de 1,6 milliard de dollars, soit 90% de son portefeuille selon CNN Business. Le second milliardaire est Warren Buffett. Des documents déposés en note par la SEC, l'agence américaine qui surveille et régule les marchés financiers, ont montré que Warren aurait vendu près de 8 milliards de dollars d'actions le trimestre dernier, augmentant ainsi sa réserve d'argent à 147 milliards. Mais ce n'est pas tout, puisqu'au cours des 9 derniers mois, il aurait aussi cédé des titres pour 33 milliards de dollars. Beaucoup de médias ont qualifié ces mouvements comme un avertissement qui corrobore avec l'anticipation d'une récession. En fait, la stratégie de Warren Buffett avant toute crise est de garder un maximum d'argent liquide sous la main afin de tout racheter lorsque les prix seront au plus bas. Toujours selon CNN Business, 4 inquiétudes majeures perturbent ces investisseurs. Le ralentissement des économies chinoises et américaines, le conflit russo-ukrainien et les risques dans le secteur bancaire dont plusieurs fonds d'investissement ont retiré leurs actions. Et pour suivre l'actualité économique, abonnez-vous à Omniscience. C'est juste si le niveau de vie des plus défavorisés monte quand l'économie croît. Or, ça fait 15-20 ans qu'on a un système où les riches deviennent de plus en riches, on pourra expliquer pourquoi, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est complètement inacceptable. C'est-à-dire, c'est un système qui a perdu toute base démocratique. On est dans un système qui est monstrueux aujourd'hui. Et moi, ça me met dans des états de rage complets.
Parce que, si vous voulez, je vois tous ces petites gens dans la campagne qui souffrent comme des bêtes. Je sais pas, il y a combien de suicides de paysans, c'est affreux. Donc, il me semble qu'on est en train d'essayer de rattacher les petites gens à la terre, à la glèbe. C'est-à-dire, on avait réussi à les libérer du servage, on veut les ramener au servage. Vous n'aurez plus le droit de bouger. Et moi, je trouve ça, mais insensé. C'est fou, il délire complètement. Toi, tu trouves que toi, t'es choqué, t'es comme moi. C'est un sénateur, les Républicains, qui a porté ça, mais il est fou. En fait, là, on nous prépare une économie de guerre. C'est-à-dire, on prend le livret A, et puis le livret de développement durable, qui était avec un taux d'intérêt intéressant, les gens avaient souscrit. Et là, on pique là-dedans, sous-entendu. Vos économies. Je trouve ça dégueulasse. Que 244 sénateurs aient voté ça, c'est honteux. On va pas plier les Français. Mais oui. Franchement, c'est du racket. Pour moi, c'est du racket. c'est une forme de politique. Demander l'avis aux Français. Ils savent très bien que normalement, cet argent, il est dévolu à des investissements dans le développement durable. La réalité, c'est qu'il faut dire qu'on est à l'os, que le gouvernement est en train d'essayer de chercher 10 milliards, qu'on a les agences de qui risquent d'évaluer et que tout l'argent nous coûterait encore. Donc comme on n'a plus de solution, on va chercher l'argent là où il est, c'est de l'épargne. J'ai l'impression que plus on parle en solution, plus j'ai l'impression qu'on est dans une merde noire. Vous avez trouvé quelque chose? Eh ben, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sais comment vous remercier. Acceptez ça, avec mes compliments et ceux d'Alice. Et n'hésitez pas à taper dans ce congélateur. On a assez de steaks pour vous nourrir pendant 1 an. Adieu. Regardez qui voilà. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, on ne se mêle pas de la vie des gens en général. Je crois que ce manque de société... Ce n'est pas qu'on n'apprécie pas ce qu'elle fait. Elle donne beaucoup pour cette ville. Mais j'ai bien peur que ce soit comme ça qu'elle le prenne. Enfin, les autres s'occupent de se mêler des affaires d'autrui à notre... Je croyais que c'était notre tueur de bétail. J'ai failli le fouetter. D'une certaine façon, j'aimerais bien voir ces gens.
vous perdez 54 milliards, vous êtes renfloué, vous êtes un boulanger, vous devez 54 000 euros, vous risquez de vous faire taper sur les doigts, inscrire à la Banque de France, et pour les tout petits, vous avez 54 euros de découvert et vous êtes harcelé à peu près tous les matins. Donc on va dire que quand on est banquier, tout est permis. Aux États-Unis, l'affaire Silicon Valley Bank nous dit à peu près la même chose. Vous êtes un client à plus de 250 000, aujourd'hui vous êtes complètement garanti, alors que jusqu'à la faillite de SVB, vous ne l'étiez pas. Et c'était à la banque de prendre les précautions nécessaires pour que vous ne soyez jamais en risque de ne pas pouvoir récupérer vos économies. À un moment, on s'est posé la question de savoir si les emprunteurs n'allaient pas être mis en difficulté par la hausse des taux rapides des banques centrales et que, au cas où on voudrait récupérer son bon pognon, on ne pourrait pas le faire. Là, comme on dit, c'est la prophétie auto-réalisatrice. Vous demandez à votre banquier de vous restituer des sous, votre banquier n'a pas de cash, doit réaliser certains actifs qu'il a en garantie, il les vend à perte, du coup ces pertes viennent amoindrir ses fonds propres jusqu'à ce qu'il n'en reste potentiellement plus, et une banque sans fonds propres, c'est une banque qui fait faillite, donc il faut la fuir. Oui, le luxe au milieu de la pauvreté. Alors ça, c'est assez troublant en fait ici. Alors ça, en fait, c'est la résidence de jour. Donc là, vous avez la piscine. Je vais vous faire un petit tour des extérieurs. Je vais vous montrer un petit peu tout. Et ce qui est assez flagrant, c'est que c'est vraiment au milieu de la pauvreté. C'est ça qui est incroyable en Inde. C'est que là, par exemple, ce building-là, tous les appartements sont en duplex et sont à plus de 3 millions d'euros. Et juste derrière le building, vous avez le Taj Hotel, qui est un hôtel 5 étoiles. Donc, et c'est au milieu de la pauvreté. Et là, vous avez en fait le centre commercial, qui est un centre commercial assez cher également. Donc ça, c'est tous les paradoxes de l'Inde en fait, c'est que vous avez des coins riches au milieu de la pauvreté. Allez, je vous fais faire un tour. Donc là, comme je vous disais, c'est la piscine, donc elle fait 25 mètres. Je vous emmener voir les salles de fitness aussi. Donc là, il y a la première salle de fitness. Donc là, il y a un truc à reconnaissance pour rentrer. Donc là, vous avez la première salle de fitness. Voilà, elles sont pas grandes, mais bon, il y a largement de quoi faire du bon travail ici. Vous avez les haltères, il y a des machines. C'est assez complémentaire avec l'autre salle. Alors après, quand tu continues par là, en fait, on arrive sur une salle de jeu. Sur une salle là, donc il y a billard et il y a table de tennis. Donc voilà, là, si tu as envie de te poser pour aller faire un billard, bah voilà, tu peux. Là, il y a une salle en fait de repos. Donc vous pouvez venir là pour bosser, etc. Il y a des salles privées, si vous voulez, sur des salles privées là-bas. Alors là, on arrive au niveau du court de tennis. Alors là, il est en reconstruction. Donc ils ont détruit le court, ils sont en train de le reconstruire. Je vais vous montrer, c'est en travaux. Donc c'est là où on s'est entraîné quasiment pendant 6 mois. Donc là, ils sont en train de refaire le terrain, donc il sera prêt dans 2 semaines. Là, il y a une autre salle de fitness. Donc voilà, pas grande non plus, mais vous avez des machines différentes de l'autre salle. Donc du coup, vous pouvez compenser, vous pouvez faire les 2 salles en même temps. Vous avez... il y a de quoi faire en fait pour bien bosser. Donc voilà, tu peux même te balader à pied dans la résidence parce que du coup il y a des chemins pour se balader un petit peu à pied partout. Donc voilà pourquoi ça coûte aussi cher. Il faut savoir que le sol coûte très cher à Chennai. C'est pas de ma faute. Mais voilà, après il y a quand même toutes les infrastructures. J'ai tout sur place, le terrain de tennis, les salles de fitness, un super appart qui doit faire plus de 250-300 mètres carrés. Donc voilà, et c'est pas de la prétention ni rien parce que ce n'est pas moi qui paye, je l'ai déjà répété, donc venez pas dire que je me la raconte, ça ne sort pas de mon portefeuille en fait.
Vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Donc, on n'a fait que des conneries depuis 30 ans. L'Union soviétique a fait que des conneries pendant 70 ans. À un moment, ils ont dit, bon, ben c'est fini les gars, on peut plus, on retourne à la réalité. Donc, on vit dans un monde magique, je me tue à vous le dire. Ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'on vit dans un monde magique, à faire croire aux gens que créer de l'argent, c'est créer de la valeur. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a aucun rapport entre la création de valeur et la création d'argent. Ça suffira? On va où? Faire une démarche personnelle. Et le serveur? Trop maigre, rien à bouffer là-dessus. Si tu veux que la viande soit persillée, faut qu'il y ait du gras. Ça, c'est pas rentable. Téléphone portable. Non. Bon, il est parfait. Il est jeune, il est gras. Il répond à tous les critères. Ah, tu vois bien qu'il a pas échangé un mot avec sa femme depuis tout à l'heure. Et alors? Et alors, c'est un couple qui va pas bien. Hein, c'est un monsieur qui est stressé. Et une bête stressée, ça durcit la viande. Il ne laisse pas assez pour être mangé. Ah bah tu risques rien alors. Bon bah, une saucisse de tofu. Ah bah tu vas la voir, ta viande persillée. Non. Jamais de la vie. Je fais pas une femme, moi. Pourquoi pas un gosse pendant que tu y es? Bah le jeu, j'adore. T'es malade.
L'idéal, ça aurait été un transsexuel. Qu'est-ce que tu racontes? Et si, le bœuf, c'est castré. Y a rien de meilleur. La croissance française va être plus basse que prévu. Ce sera 1% de croissance en 2024, alors que l'État prévoyait 1,4% jusque-là. Ce ne sera pas le cas. Moins de croissance, ça veut dire moins de production, moins de consommation des Français, et donc mécaniquement moins de travail et de revenus pour l'État qui se finance grâce à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu ou encore la TVA qui touche tous les produits de consommation. La deuxième raison de ce tour de vis, c'est parce que la France n'a jamais été aussi endettée. L'État n'a cessé d'emprunter sous Emmanuel Macron. La dette a explosé depuis 2017. Aujourd'hui, elle s'élève, regardez, à 3 088 milliards d'euros, plus de 111% du PIB. Enfin, la troisième raison, c'est le déficit public. Autrement dit, quand les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes, il va dépasser cette année, ce déficit, les 5% du PIB. C'est ce que laisse entendre une source au ministère de l'économie aujourd'hui à l'AFP. Il sera probablement difficile de tenir l'objectif des 4,9% du PIB. L'économie, c'est la somme de deux choses. Des composants comme l'acier, le blé, l'immobilier, les épices, les monnaies ou encore l'énergie. Ce sont des composants. À ça, on ajoute les transactions. L'économie, des composants plus des transactions. Les forces qui font bouger cette économie. On a le PIB, donc la productivité. On a les dettes court terme et les dettes long terme. Comment se composent les transactions? Du côté acheteur, on peut utiliser le crédit ou de l'argent pour pouvoir acheter des produits, des services ou des actifs financiers. Si maintenant on fait la somme des crédits plus de l'argent, on a le total dépensé. Si on fait la somme des produits, des services, des actifs financiers, on a la quantité totale. Et si on fait le rapport entre les deux, on obtient le prix. Alors les acteurs, qui sont-ils? On a les gens, on a les entreprises, on a les banques et on a les États. Pas très loin des États, on a les banques centrales. L'État, son rôle, ça va être de collecter l'impôt et de dépenser l'argent. La banque centrale, elle, ça va être les taux d'intérêt et la création monétaire. Et le rôle principal des banques centrales, ça va être de gérer le flux de crédit et pour certaines, l'inflation.
Jusqu'au début des années 80, la dette était inférieure à 100 milliards d'euros. Je remontre mon carton. Elle dépasse aujourd'hui les 3000 milliards d'euros et on finira l'année à 3200 milliards d'euros. Je posais la question tout à l'heure, est-ce que cette dette est incontrôlée? Est-ce que cette dette est incontrôlable? Voilà, il faut quand même rappeler, alors les euros, ça ne veut plus dire grand-chose. Avec l'inflation, tout augmente, vous voyez, et le PIB a augmenté. Donc souvent, on le ramène à un ratio qui s'appelle le PIB. Combien en pourcentage de PIB? 110, voilà, ça fait 110. C'est énorme. Alors c'est énorme, mais oui, votre graphique l'indique bien, mais ça s'est fait par palier. À chaque fois qu'il y a une crise, on prend à peu près 20 points de PIB. Donc on était à 60, et à 60 déjà, on avait, souvenez-vous, un Premier ministre qui nous disait « je suis à la tête d'un État en faillite », à 63 points de PIB. Donc vous voyez, à 110, on devrait être mort, enterré. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, vous voyez, la dette a augmenté, mais c'est le passif qui augmente. Vous voyez. La question à savoir, c'est est-ce que cette dette, donc ce passif, a une contrepartie, ce sont des actifs. Vous voyez, si vous êtes endetté pour consommer, c'est pas bien. C'est ce qu'on fait un peu, quand même, non? C'est ce que l'on fait un peu, mais vous voyez, aujourd'hui, l'INSEE calcule les actifs. Vous voyez, on aurait pu mettre ce même graphique, mais avec les actifs. Déjà, est-ce que vous êtes inquiet, vous, sur ça et sur les 110%? Alors, à la limite, c'est pas très important que quand même. inquiet ou pas. Non, vous voyez, vous avez des agences de notation qui notent. Vous voyez, ça, on peut se dire. Est-ce que ceux qui prêtent de l'argent à l'État français, enfin aux administrations publiques, sont inquiets? La réponse est non. Vous voyez, aujourd'hui, les agences de notation notent sur 20, vous voyez, en gros, globalement. Donc quand vous avez un triple A, vous avez 20 sur 20. Aujourd'hui, la France est notée 18 sur 20. Donc c'est marqué, la dette de la France est de haute qualité. Et si vous baissez à 17, vous êtes quoi? Haute qualité. Moyenne encore. qualité? Non, haute qualité. Vous voyez, en gros, ce qu'il faudrait surtout pas, c'est qu'on descende aux... 15. Mais même 15. Vous voyez, qui a 15? On a une carte de la dette en Europe. Ah oui, mais donc... ça, oui. Ah, elle n'est pas bonne, ma carte. Mais c'est parce que c'est pas la dette qu'il faut regarder, c'est est-ce que en face de cette dette, il y a des actifs. Oui. Et est-ce que du coup les prêteurs ont confiance dans ces pays-là parce qu'ils ont effectivement des actifs, parce qu'ils savent lever l'impôt, etc. Vous voyez, dit autrement, vous voyez, il y a des pays qui sont endettés à 250 points de PIB, voyez, beaucoup plus que nous. Et c'est pas inquiétant. Et les marchés financiers. Quels sont les pays qui sont à 250 points de PIB? Le Japon, ils sont à 250. À 150 points de PIB. dette. Oui, de mais dette. Ils sont pas inquiétants. Non. Et vous voyez que l'Argentine, 85 points de PIB. Mais pour quelle raison les prêteurs ont tant confiance dans la France? C'est quoi les actifs? Donc il y a des actifs financiers, c'est-à-dire des stocks d'or, des participations de l'État à des entreprises privées, des entreprises publiques qui sont valorisées au prix du marché. Il y a des actifs non financiers. D'accord? C'est quoi des actifs? C'est des routes, des autoroutes, beaucoup d'immobilier, d'accord, etc. Et quand vous faites le somme, il y a plus d'actifs que de passifs. L'INSEE nous dit pour 2022. 2023, on aura le chiffre au mois de mai. Il y a 33 points de PIB d'actifs nets. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, 110 points de PIB de dette, mais il y a à peu près 145 points de PIB d'actifs en face. Vous avez plus d'actifs que de passifs. Donc, vous voyez. Donc ça va, quoi. Ça va. Jusqu'à 140, ça va. Mais non, non, parce que si les actifs augmentent, continue à augmenter. Oui, d'accord. Donc, du coup, c'est les deux qu'il faudrait voir. C'est-à-dire que quand on vous montrait ces graphiques-là, il faudrait montrer les actifs aussi. Les actifs en même temps. Si la dette baisse, mais que les actifs baissent plus, parce qu'à un moment, je fais une vague de privatisation, je vends tout. Comme l'ont fait le Royaume-Uni. Et si les actifs descendent plus que la dette, votre situation sera pas bonne. Quand on privatise la Française des Jeux, on peut dire, super, je me suis désendetté. Oui, mais vous avez vendu un actif en face. Les marchés financiers disent, bon, moi, la situation patrimoniale de la France est la même. Vous aviez un actif, vous l'avez vendu, maintenant vous avez moins de passifs. Donc, vous voyez, c'est les deux qu'il faut regarder.
suspects, time is on your side. Negotiation. Washington, où siège la Banque mondiale et le FMI, va se mettre à dicter au reste du monde, surtout aux pays faibles, évidemment, aux pays les plus pauvres, aux pays en quasi-banqueroute, comment appliquer la bonne science économique. Ça va s'appeler les mesures d'ajustement structurel, ou le plan d'ajustement structurel, dicté notamment par le FMI, avec les prêts de la Banque mondiale à côté, aux différents pays qui vont être concernés. Alors, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays précipités dans le chaos à cause, justement, des mesures du FMI et de la Banque mondiale. Alors, il y en a beaucoup de ces mesures, ce serait trop long de détailler entre mesures. Première des mesures qu'on imposait à ces pays qui étaient en voie de cessation de paiement, donc de misère absolue, c'était le non-déficit gouvernemental ou la réduction du déficit gouvernemental, c'est-à-dire la réduction des dépenses de l'État. Donc réduire l'État, réduire les dépenses de l'État. Alors, privatisation, qui va acheter ? Des opérateurs locaux, il n'y en a pas. S'il y avait de l'argent local suffisant pour acheter des compagnies entières de pétrole ou de phosphate, de fer, le pays ne serait pas dans la misère dans laquelle il est. Donc, on en arrive à aggraver l'extraversion de ces économies des pays du tiers-monde ou des pays les plus démunis en faisant en sorte qu'ils bradent les derniers intérêts économiques qui étaient nationaux à des intérêts étrangers. Donc, ce sont des multinationales qui se mettent à acheter, en plus de délocaliser, puisque dans ces pays-là, évidemment, là, ça va être la vérité des salaires qui va nous expliquer ça à la vérité des prix. Dans ces pays-là, il revient de moins en moins cher aux multinationales de produire que de continuer à produire dans leur pays d'origine. Mais en plus, ces multinationales vont pouvoir se procurer à vil prix des installations, des capacités de production, par exemple de production et de traitement de sucre, ou de production et de pré-traitement de pétrole, ou de gaz, ou de liquéfaction de gaz, ou d'acheminement de minerais, etc., à vil prix, qui ont coûté des années et des années à l'économie nationale de ces pays-là. Dévaluation de la monnaie locale, ça veut dire que tout d'un coup, pour des pays déjà pauvres, tout ce qui est importé devient tout d'un coup proportionnellement plus cher que le niveau de dévaluation de la monnaie. Par exemple, quand le franc CFA a été dévalué tout d'un coup de moitié, début des années 90, si j'ai bonne mémoire, eh bien, tout d'un coup, pour à peu près le tiers de l'Afrique ou plus, qui avait le franc CFA comme monnaie, se retrouve avec une monnaie qui a un pouvoir d'achat qui dégringole de moitié, du jour au lendemain. Donc, votre salaire qui vous permettait jusque-là de vivre avec un certain niveau de vie ne vous permet plus que la moitié de ce niveau de vie-là. Alors, ça, c'est une inflation immédiate de 100%. Alors, combiné à ça, le fait que les produits semi-manufacturés, les produits manufacturés, les produits raffinés, tout ce que vous voulez, que l'Afrique, par exemple de l'Afrique, importe de l'étranger, donc l'Afrique de la région CFA, tout d'un coup, avec la dévaluation de moitié du franc CFA, tous ces produits-là sont 2 fois plus chers. Vous combinez ça avec les effets de la dévaluation